Le vendredi, c'est n'importe qui, et aujourd'hui, c'est moi, Sébastien. Je suis à Los Angeles et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Aujourd'hui, on aura les sorties animées manga, un reportage sur Batman Arkham Origins et les oubliés de la préhistoire, mais tout de suite, on regarde les news. Tales of Symphonia était sorti en 2003 sur GameCube et 2004 sur PS2. Le jeu avait déjà connu une suite en 2009, Dawn of the New World, sur Wii. Si on regarde la critique du jeu sur No Life Online, eh bien ça picote quand même légèrement les yeux. Que faire alors contre cette détresse lacrymale et visuelle qui s'empare de vous? Mais oui, un petit remake HD. Merci Namco Bandai. Tales of Symphonia Chronicles sort donc début 2014 sur PS3. Le remake HD de ce classique du RPG reprendra les deux titres déjà sortis et sera disponible en Europe avec le choix des voix japonaises ou anglaises. On peut noter au passage quelques cinématiques animées par le studio production IG. Pas la peine d'en rajouter, on laissera le soin aux chenapans du role-playing gang de vous faire part de leurs feelings à cet égard. Ethan Meteor Hunter est un jeu de plateforme puzzle développé de manière complètement indé par Seven Studio. Ce dernier est formé par 7 anciens collègues qui, au lieu de pointer au chômage, ont décidé d'investir leurs quelques économies dans un nouveau studio et un nouveau titre. Ethan est un rongeur qui va devoir se frayer un chemin à travers les différents dangers qui font le pain quotidien de n'importe quel aventurier. Scie, pics mortels, lave bouillante, etc., etc. Sa particularité, pouvoir arrêter le temps pour déplacer quelques éléments du décor et ainsi réchapper des périls mortels auxquels il est constamment confronté. Une démo alpha a été mise à disposition par l'équipe sur Steam Greenlight afin que les joueurs puissent avoir un avant-goût de l'aventure et que le studio ait un premier retour des joueurs. La sortie définitive du jeu ne devrait désormais plus tarder. Il ne reste plus qu'à voir si vous décidez de vous ranger du côté du rongeur ou si la chasse aux météores ne vous semble pas plus passionnante que ça. Caladrius était sorti en avril dernier sur Xbox 360 japonaise uniquement. Les désespérés des boulettes avaient alors eu droit à une ration raisonnable de Danmaku. Certains membres de l'équipe n'avaient pu résister à l'appel du shoot et avaient critiqué ce titre, toujours dispo sur No Life Online. Itinéraire amusant du jeu développé par Moss, celui-ci est d'abord paru sur console avant d'être transposé sur borne d'arcade. Le titre aurait dû être disponible dans les salles japonaises durant l'été, mais finalement ce n'est que maintenant, début octobre, qu'il s'est révélé au public japonais. Le portage, maintenant appelé AC pour El Ciel, gagne quelques nouveautés au passage, dont un nouveau mode Mission Stage et un nouveau personnage jouable, Cecilia. Malheureusement, il est fort peu probable que ce titre arrive de par chez nous. Donc si vous voulez claquer quelques yens sur ce titre, il faudra faire un petit voyage sur l'archipel. Allez, un petit effort, c'est pas si loin que ça. Caladrius. Alors je suis à Los Angeles, pourquoi? Eh bien peut-être pour le Convention Center qui est là-bas où il y a l'E3 chaque année. Bah non, l'E3 c'est en juin. Nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le Staples Center qui est de l'autre côté là, pas loin. Et tout simplement parce que ça sera la finale mondiale de League of Legends saison 3 et No Life est invité comme l'année dernière, voilà, parmi les médias du monde entier pour couvrir cet événement. Donc on va vous préparer plein de belles images, mais tout de suite on regarde les sorties animées manga. Cœur à cœur de Minase Mayu regroupe plusieurs histoires d'amour touchantes se passant dans une même classe de lycée. Ce premier tome apporte beaucoup de délicatesse et de fraîcheur. La série est cataloguée en seinen, sans doute à cause de la première histoire au thème délicat. Le trait de l'auteur est fin et détaillé et redonne un peu de souffle à un thème vu et revu. Espérons que cette série prévue en 8 tomes sera gardée la même légèreté au fil des volumes. Veuillez vous lever et tenter de m'assassiner. Le professeur Koro est un alien qui pourrait détruire la Terre. Mais pour s'amuser, il prend sous son aile une classe de losers pour que ses élèves le trucident s'ils le peuvent. Malgré un concept qui pourrait être dérangeant, la nouvelle série de Matsui Yusei, éditée chez Kana, se révèle en fait très farfelue et très agréable à lire. Depuis 2001, oui déjà, depuis 2001 donc, Kishiro Yukito nous raconte la suite des aventures de Gali dans Gun Last Order.
Après une pause, suite à un changement d'éditeur japonais en 2010, l'auteur continue son récit à son rythme, au risque de perdre certains lecteurs avec une histoire qui avance peu et un style graphique qui a pas mal évolué depuis les premiers tomes de Gun. Mais cela fait quand même toujours plaisir de retrouver notre petite cyborg combattante. Toyoda Tetsuya s'était déjà fait remarquer en France en 2009 avec son recueil Undercurrent. Il revient aujourd'hui chez Kiun avec Goggles. Dans une histoire délicate développée en 6 tranches de vie, l'auteur nous montre la vie de la jeune Hiroko, dont le seul lien avec le monde extérieur se résume désormais à une vieille paire de lunettes. Une histoire tout en sensibilité, encensée par Taniguchi Jiro. Après un premier tome fin 2012, l'éditeur Cornelius a sorti durant l'été le second volume de l'autobiographie de Mizuki Shigeru, intitulé Vie de Mizuki, et sous-titré cette fois Le Soldat. On y voit l'expérience traumatisante mais fondatrice chez l'auteur de la guerre et sa dure réinsertion dans la société japonaise après celle-ci. Le livre reste à un tarif élevé, mais c'est un prix correct pour un beau livre ayant trait à un auteur majeur. Nous avions rencontré l'éditeur français dans un Extra Life en février 2012, toujours disponible sur No Life Online. C'est le 12 septembre dernier qu'est sorti chez Kiun le dernier volume en date de Bright Stories, le titre phare de Mori Kaoru. Il aura fallu attendre 1 an depuis le tome précédent, mais ça valait le coup. La qualité graphique est toujours au rendez-vous dans cette belle épopée. La première partie de ce tome narre le joyeux mariage des jumelles Layla et Leili, tandis que la deuxième partie revient sur la vie quotidienne d'Amir et Karlouk. Une nouvelle histoire qui ravira les fans. Ah, le film 15 de Pokémon, donc. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le reportage qu'on a fait sur Pokémon X et Y, là, pour la sortie. C'est moi et Aurélien qui étions allés à Londres pour interviewer les créateurs du jeu. C'est un reportage assez long. Je sais qu'Aurélien n'a pas beaucoup dormi pour le boucler. Il est assez intéressant. Si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Précipitez-vous sur No Life Online. Maintenant, on va regarder tout de suite un autre reportage, cette fois sur Batman Arkham Origins. Stopping those gang wars and finding those hidden collectibles on a night when he has 8 assassins gunning for his head. Like, why doesn't he just hang out at the Batcave and just like wait until Boxing Day and then there's no assassination attempts at all? Is, I think, one of the things that makes Batman such a fundamentally engaging character, right? He puts the well-being of the city of Gotham and its citizens and its population and their protection above his own well-being, right? Even if it means his own life, he absolutely refuses to sit idly by while his city is threatened. And the assassins are indeed threatening the city by unleashing this crime wave that's tearing the city apart in order to lure Batman out. So the narrative wrapper of Batman out there cleaning up the city, cleaning up the gangs and the mercenaries and all of these just general criminal element who are kind of tearing Gotham apart maps very well to that player desire to explore and collect and discover and all of those wonderful components of a good open world gameplay experience. Si l'excellent système de combat mis en place par les studios Rocksteady sur les 2 volets précédents a été conservé, il a été étoffé via un tout nouveau tracking system. In order to rise to the occasion, in order to survive this night, Batman must evolve. He must go from being just a masked vigilante who fights thugs in the streets to truly becoming the Dark Knight, the savior of Gotham and the sort of hero that we know from the rest of the franchise. And to mirror Batman's evolution, so too does the player need to evolve. Ideally from a player who plays like this to a player who really has control of just how deep
the free flow combat and the Predator systems are. Knows exactly when to attack, exactly when to counter, when to use a quick fire gadget, etc. And is pulling off 50, 60, 70 hit combos. We have a lot of tools that we've introduced into the game in order to help encourage the player become that black belt in being Batman. One of which is, with each fight in the game, we have a difficulty. With each fight in the game, once it's complete, we explain to you how well you did and why you get the experience points that you get. The greater the diversity, the more quick fires you use, the more different moves you use, the more takedowns you use, etc., the higher your grade, the higher your experience points will be. This is a little system to help encourage players to truly master free flow combat and also give them visibility about how close they are to reaching the next level and unlocking the next gadget, the next upgrade, the next ability. Via l'interface Wayne Tech, le joueur aura accès à un système très clair où l'on voit le mouvement ou le gadget susceptible d'être débloqué. Mais pas seulement. Tous les upgrades sont là, présentés sous la forme d'arbres de compétences, afin que l'on sache par avance ce qu'il faut débloquer avant d'obtenir l'habilité désirée. Mais d'autres éléments propres à la mythologie Batman ont également été inclus dans cette préquelle. When you say Batman, two of the top things that people will say are Batcave and Batwing. I mean, almost as strong as the character of Batman is the fantasy of having your own Batcave, right? In English, I'm not sure if the same will exist for your viewers, but in English, all of my friends have their man cave, modeled obviously after the fantasy of having their very own Batcave. It's dark, it's got, you know, all of their toys and their trophies, and it's their space, right? It's their personal space. So the original man cave in many ways is the Batcave. And we knew from the second we started making this game that was one of the key iconic locations that we would want the player to be able to, we want Batman to be able to explore, not just experience from a narrative point of view, but to have gameplay reasons to go there. And so, you know, there are key gameplay elements like you know, the ability to find key gadgets and talk to Alfred and learn from his experience and explore certain key narrative elements, and the training gym, where you can go and you can do your challenge maps, and a new system called the Free Flow Combat Training Mode. Doing these challenge maps in the Batcave literally is training the player to be better at being Batman, to help him earn his or her black belt in being Batman. And so doing so within the Batcave fits the narrative of Batman actually training to go out into the world and be better prepared to defeat the assassins. And so we reward you with experience points in the Batcave for completing these training modes, for completing these challenge maps, and increasing your ability as a player. Mais la Batcave ne propose pas seulement des entraînements et des conversations avec Alfred. Another key element of the Batcave, of course, is that it is the central hub for the Batwing, the fast travel system that will allow you to hop to key access points across our expanded open world, both North Gotham as well as the southern island of South Gotham, as the player unlocks access to these fast travel points. It's important to note that other than being able to get in and out of the Batcave, all of these fast travel points are optional. They're not on the main path. They are there for the player to explore, to unlock if he or she feels engaged with that most wanted mission that envelops this whole narrative of why these fast travel locations are locked to Batman and must be unlocked in order to give him access to use the Batwing to get to those locations. On va maintenant s'intéresser au mode multijoueur de Batman Arkham Origins, qui pour le coup a été développé par une autre équipe. Ce n'est donc pas Warner Bros Montréal qui s'est occupé de ce curieux mode 3 vs 3 vs 2, mais le studio britannique Splash Damage. The origins of that came, simply put, from being Batman, sitting on a gargoyle, looking in a Predator room, and how kind of easy it is to imagine that all those guys with guns are actually friends, and they're stalking the room looking for you, and you're up there kind of trying to take them out while they're effectively playing a third-person shooter looking for you and trying to take you down. And born from that was the idea of a cooperative experience between Batman and Robin against two gangs, the Joker gang and the Bane gang, each comprised of three thugs or mercenaries. We call them the elites, the Bane elites and the Joker elites. And so you have this 2 versus 3 versus 3 component where your enemy of your enemy is your enemy.
Joker and Bane's gang are fighting for control of this map, this key resource point, and Batman and Robin are trying to prevent that from happening, because no matter who wins, the city loses. And then to just sort of add that final layer on top of it, as you're playing as one of these elites, and you're sort of progressing and leveling up and unlocking new abilities and new weapons and new armor, and sort of growing in the ranks of the army of Bane and or Joker, in each round that you play, one elite from Bane and Joker's army can swap out and pull in the boss of the gang, bringing in Bane or bringing in Joker. I present to you the death of the Batman. L'enthousiasme de Ben Matz était clairement communicatif et la version du jeu présentée convaincante. Il semblerait que Warner Bros. Games Montréal soit parvenu à enrichir l'expérience proposée par Arkham City sans pour autant tenter de modifier ce qui n'avait nul besoin de l'être. Cette rencontre nous a rassurés et c'est avec une impatience renouvelée que nous attendons la sortie de Batman Arkham Origins à la fin du mois. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ne connaissent pas League of Legends? Je veux dire, c'est quand même le jeu vidéo le plus joué au monde aujourd'hui. L'année dernière, les statistiques officielles, c'était 30 millions de personnes qui se connectent chaque mois. 30 millions de personnes uniques dans le monde qui se connectent chaque mois pour jouer au jeu, au moins une fois. Près de 7 à 10 millions chaque jour, enfin quelque chose d'assez énorme. L'année dernière, si vous avez regardé Skill, vous avez vu les reportages qu'on avait fait déjà sur l'occasion. Donc des finales au Galen Center à Los Angeles, un stade qui avait accueilli 8000 spectateurs, une ambiance de folie. Et puis là, un level up encore une fois, Riot Games on les arrête pas, c'est incroyable. Donc ils ont fait cette fois une ligue pendant toute l'année avec dans plusieurs régions du monde des équipes employées par l'éditeur du jeu pour s'affronter chaque semaine. Donc on a eu droit au match le week-end comme n'importe quel autre sport. Et là voilà, c'est les finales et cette fois-ci c'est pas le Galen Center. Le Galen Center il a servi juste aux demi-finales. Les vraies finales elles sont dans le Staples Center. Staples Center c'est quand même le stade des Lakers par exemple, mais aussi du hockey sur glace à Los Angeles. C'est un stade d'une capacité de 20 000 places. Vous réalisez 20 000 places. Je ne sais pas encore comment ça va être arrangé, on va le découvrir nous tout à l'heure dans notre voyage, comment ça va être arrangé pour la finale, mais c'est quelque chose d'assez merveilleux de vivre ces moments. Tout le monde est fan du jeu, tout le monde est fan des équipes, tout le monde connaît le parcours qu'elles ont eu à traverser pour arriver jusqu'ici. Tout le monde vibre en même temps, c'est assez génial. Donc nous, effectivement, bien sûr, on va filmer plein d'images, on va faire plein d'interviews, on va vous ramener tout ça et faire des beaux numéros de Skill à notre tour. Et j'ai juste hâte d'y être et de pouvoir vous faire partager ça. Allez, on regarde tout de suite Florent avec les oubliés de la Playhistoire. Mes chers enfants, je voulais vous... Pourquoi qu'est-ce qu'il y a les consoles Nintendo? Ah oui, en effet, le 19 septembre dernier, le charismatique ancien président de Nintendo, Yamauchi Hiroshi, nous a quittés à l'âge de 85 ans. Il est décédé d'une pneumonie. Yamauchi Hiroshi est resté à la tête de Nintendo pendant plus de 50 ans et c'est sous sa présidence que sont nés les Game & Watch, les Famicom, les Super Famicom, les Game Boy, etc. Bref, c'était l'un des pères de l'industrie japonaise du jeu vidéo. Et je vous propose qu'on observe une petite minute de silence en sa mémoire. Oui bon, on a dit une minute de silence, on n'a pas dit que c'était l'heure de la sieste. Bon, eh bien, puisque vous êtes visiblement endormis, moi je vais vous réveiller avec le jeu Weird Dreams. Un jeu oublié mais qui risque bien de vous faire quelques cauchemars. Weird Dreams, Rêves étranges en français, est sorti en 1989 sur Atari ST, Amiga, Commodore 64 et MS-DOS. C'est indéniablement une production qui prouve qu'il n'y a pas que les Japonais qui savent faire des jeux dérangeants, comme LSD présenté la semaine dernière. L'introduction vous place dans la peau d'un homme devant subir une importante opération chirurgicale. L'anesthésie est tellement forte que vous sombrez directement dans les rêves les plus bizarres de votre inconscient. Le premier niveau vous envoie ainsi à l'intérieur d'une machine à barbe à papa géante et vous devrez faire en sorte de bien attraper le bâtonnet pour en sortir. Un peu plus loin, vous vous retrouvez dans une fête foraine poursuivie par une guêpe géante à laquelle il faudra donner votre sucre. Plus loin, vous jouerez au ballon avec une petite fille, vous marcherez sur un piano géant et vous traverserez un désert en essayant d'attraper les poissons qui volent.
Et si vous y parvenez, vous devrez les utiliser contre des sortes de pénis bipodes. Ah bah je vous avais prévenu, ce jeu développé par Herman Serrano, James Hudgeby et Tony King est pour le moins bizarre. Mais avant d'entrer plus en profondeur dans la bizarrerie lugubre de ce titre, saluons tout d'abord les efforts de mise en scène et de narration des développeurs. Weird Dreams était en effet initialement fourni avec un roman d'une 60aine de pages, expliquant avec moult détails le background de cette aventure délirante. Rédigée par le journaliste anglais Rupert Goodwins, cette fiction narre les aventures de Steve, très amoureux de sa jeune collègue Emily. Le problème, c'est qu'Emily est possédée par un démon et qu'elle est bien heureuse de trouver en Steve un larbin à qui refiler ce parasite venu d'ailleurs. Cruelle, elle fait ainsi boire en secret à son petit ami 3 pilules qui lui causeront d'innombrables troubles psychiatriques. Steve fait des rêves de plus en plus étranges qui ruinent petit à petit sa santé, jusqu'au jour où il tombe dans le coma. Oui, je t'écoute ? Exactement, le roman s'arrête là où le jeu commence. Et maintenant que Steve est dans le coma à l'hôpital, c'est à vous de l'aider à combattre dans son subconscient le démon qui le tue à petit feu. Mais croyez-moi, il ne vous fera pas de cadeau. En fait, si Weird Dreams ne proposait qu'un monde bizarre, ce ne serait pas forcément très marquant. Le truc, c'est que ce jeu anglais est certainement l'un des titres les plus gore et malsains de sa génération. Parce que je ne vous avais pas encore parlé des morts. Et oui, dans Weird Dreams, votre héros va devoir subir les délires les plus violents des créateurs de ce jeu. Cette scène par exemple, vous jouez au ballon avec cette jolie petite fille, mais regardez bien, elle cache un poignard dans son dos et n'hésitera pas à s'en servir contre vous. Et même son ballon est dangereux, si vous le rattrapez mal, il viendra carrément vous bouffer. Et ça vous fait rire vous. Bon alors que direz-vous de ce niveau dans lequel vous devez combattre des roses carnivores? Si vous tardez trop, vous serez poursuivi par une tondeuse et vous finirez en charpie. Un peu plus loin dans la grande maison, si vous vous trompez de porte, vous serez dévoré par une énorme mâchoire. Et que dire de ce poulet rôti vraiment flippant qui n'attend qu'une chose, venger les milliards de volailles déjà englouties sans pitié par les hommes, grands amateurs de nuggets. Bref, il ne sera pas facile d'atteindre et de vaincre le démon, ce gros globe oculaire qui ruine votre santé et votre sommeil. D'ailleurs, c'est bien simple, depuis que j'ai joué à ce Weird Dreams, je refuse de fermer l'œil. Maintenant, j'ai trop peur de plus me réveiller. Les critiques concernant Weird Dreams à l'époque étaient très divisées. Tous ont salué l'animation, la beauté des graphismes, mais il faut également reconnaître que le jeu souffrait d'un vrai problème de maniabilité et de difficulté. Voilà mes enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. Weird Dreams marque la Playhistoire pour son univers surréaliste, violent et dérangé, mais également pour l'originalité de sa narration. Oui 3DS, une question pour finir? Hein? Weird Dreams a déjà été abordé dans Rétro Magique il y a quelques années? T'es sûr? Oh là là, je suis vraiment désolé, mais pourquoi j'y avais pas remarqué plus tôt? Ouais, enfin, je manque vraiment de sommeil, moi. Mais je refuse d'aller me coucher. Voilà, alors au moment où je vous parle, le match, la finale n'a pas encore eu lieu. Ça va commencer à 5h du matin samedi, là, dans à peu près 8-9 heures. Ça va être un petit peu dur pour les Français, mais vous savez que vous pourrez suivre ça en direct sur Internet, sur le site de Riot. Et puis sinon, de toute façon, on vous ramène les images. Et puis j'aimerais vous laisser avec ce petit court-métrage animé qui a été développé par l'éditeur pour donner un petit peu, teaser un petit peu sur ce match pour lancer la finale. Donc cette finale, elle oppose l'équipe chinoise de Royal Club Hangzhou contre les Coréens de SK Telecom, des très belles équipes. Ça va être une finale incroyable. Allez, c'est parti. À bientôt.